Je vous parlais donc dans notre sommaire de cette séquence, de ce sketch de Mathilde Panot et de Sandrine Rousseau, que je trouve effrayant d'indignité, de bêtise, de vulgarité, d'indécence. Je ne sais pas comment trouver les mots. Et je rappelle que 4 députés LFI et Europe Écologie Les Verts ont voulu passer la nuit de mardi à mercredi sous la tente dans la rue pour dénoncer les conditions de vie des personnes sans domicile fixe. Mais ils en ont fait un happening. C'est d'autant plus malvenu qu'il y a des... Puis-je vous contredire un peu? Oui, alors on voit la séquence et vous allez me contredire. Mais un zeste. Hein. Un zeste de citron. Voyons la séquence. On veut logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. En regardant par ici. Logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Pour quand? Tout de suite. Pour quand? Tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Réquisition. Macron, Macron, arrête ton baratin. Réquisition. 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 Bon, ça va? Ouais, tout va bien. Personne à la rue, 3000 enfants. Monsieur, vous nous cachez la moitié du mal. La honte à ce pouvoir qui laisse les gens crever sur les trottoirs. La honte à ce pouvoir qui laisse les gens crever sur les trottoirs. La honte à ce pouvoir qui laisse les gens crever sur le trottoir. Comme disent les jeunes, la gênance. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est indigne de profiter du malheur des gens pour en faire un sketch. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'il profite du malheur. Il projette une lumière totalement choquante, indécente. Je vous rejoins sur la première partie, la seule partie de votre propos initial. C'est pas beau de se servir d'une misère pour, même si on veut conduire les gens à projeter leur compassion sur eux. Je ne voudrais pas que ça nous donne bonne conscience. On critique la vulgarité de cette attitude collective, mais on ne fait rigoureusement rien pour pallier cette misère. Et moi, le premier. C'est ça qui me gêne. Mais pardonnez-moi, l'État fait quelque chose. Oui, mais ça aussi, c'est un circuit de dérivation. La question est de savoir si cette opération de communication sert ou pas la cause qu'elle prétend servir. C'est ridicule, c'est même insoutenable. Quand on pense aux travailleurs, au travail fait par les maraudes, par exemple, ces personnes qui, tous les soirs, sont réellement au contact des sans-abri, connaissent cette réalité. Et puis, il y a une question plus politique, c'est la réquisition de certains bâtiments qui pourraient, notamment dans le public, qui pourraient aider, partant de grand froid, nous sommes 3e mort, il me semble, venir en aide à ces questions, à ces personnes-là. Donc c'est ni fait ni à faire, c'est très désagréable. Gérard Carrérou, après Olivier d'Artigueul. Alors je trouve ce sketch absolument mal déplacé, mal placé. Simplement, ce que je trouve qui est également très déplacé et mal placé, c'est que la ville de Paris soit devenue une ville où effectivement des gens dorment dans la rue. Et je vais vous donner un exemple précis. Il se trouve que j'habite dans le 15e arrondissement de Paris. Depuis 40 ans dans le même immeuble, je n'ai jamais vu, depuis 40 ans, je n'avais jamais vu, je le mets à l'imparfait, je n'avais jamais vu un SDF dormir. Il se trouve que depuis 2 ans maintenant, j'ai des SDF, souvent 4, 5, voire 6, qui dorment dans l'entrée de mon immeuble, dans le porche, depuis 2 ans. Ils s'installent tous les soirs, et j'invite n'importe qui à venir, tous les soirs vers à peu près 7h30, 8h, après la tombée de la nuit, ils sortent des cartons, des matelas, et ils s'installent. Ça s'était jamais vu dans Paris, et dans un arrondissement qui reste, c'est pas le 16e ni le 7e, mais c'est quand même un arrondissement très bourgeois, enfin disons, moyen bourgeois, si vous voulez. Non, mais disons bourgeois, parce que... Oui, quoi, classe... Non, pour habiter aujourd'hui dans le 15e arrondissement... Oui, mais aujourd'hui, il faut être riche partout. Je pense que le prix du mètre carré dans le 15e doit être à 15 000 € le mètre carré. Tout à fait.
mais enfin à 10 000 en tout cas. Je rappelle juste que ça aurait pu être une question posée à Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Quand il arrive au pouvoir en 2017, il dit plus un sans-abri dans la rue à la fin de l'année. En 2017. Alors, écoutez, on va voir le sujet de Michael Dos Santos, parce que non seulement, effectivement, elles ont fait ce sketch, elles n'ont évidemment pas dormi toute la nuit, mais elles ont terminé dans une brasserie du 7e arrondissement chic où des photos ont été prises. Donc tout ça est lamentable. Voyez le sujet de Michael Dos Santos. Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino. Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association Droit au logement. Partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Certains des députés se sont même mis en scène, comme William Martinet, député LFI des Yvelines. C'est assez rudimentaire. On a un barnum, il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne. Contactée par téléphone, une cadre parlementaire du groupe La France Insoumise dénonce une fausse polémique créée par les partisans d'Emmanuel Macron. Cette dernière invite même le chef de l'État à traverser la rue pour aider les SDF. Bon, voilà ce que vous pouvez dire sur ce sujet. Vous n'avez pas pris la parole, Sabrina Medjeber. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on aimerait bien parfois être abrité des turpitudes de la France insoumise. Et là, on aurait espéré que ce ne soit pas une caricature, mais ça l'est. En réalité, c'est absolument... Alors, non seulement c'est clownesque, cette mise en scène, mais en plus, je trouve que ça terrasse la dignité des personnes qui vivent dans ces conditions. Et plutôt que d'agir justement dans l'humilité, le secret, la retenue et la pudeur, encore une fois, cet affichage politique et de la façon de politiser la misère humaine, je trouve ça vraiment grotesque. Et encore une fois, si on en était à notre premier coup d'essai concernant LFI. Vous avez sans doute vu dans la presse qu'une enquête a été ouverte après des messages appelant notamment à casser du sioniste et diffusés sur Twitter par la fille des députés de la France Insoumise, Raquel Garrido et Alexis Corbière, liés à la guerre Israël-Hamas. Je ne pense pas qu'il soit utile de mettre en accusation les parents de Madame Garrido et de Monsieur Corbière. La fille de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière est majeure. Je n'ai pas l'habitude de pointer du doigt les parents d'une jeune femme qui aujourd'hui s'est émancipée. Je sais que si, par exemple, des propos homophobes, sexistes ou que sais-je étaient tenus par l'enfant d'un député du Rassemblement national, Mediapart en ferait sans doute, pourquoi pas sa une, ou même si ça s'était passé à Stanislas, un enfant, s'il avait tenu des propos indécents, Mediapart en ferait également sa une. Je ne ferai pas ça. Et je trouve qu'il n'est pas... Surtout que le couple Corbière-Garrido a pris ses distances avec la liste de Jean-Luc Mélenchon sur le Hamas. Oui, mais même, je veux dire, je pense que... Et elle a été sanctionnée pour ça. Je pense que Madame Garrido et Monsieur Corbière ne doivent pas être heureux. C'est une forme rhétorique qui fait qu'on ne le fait pas, mais on le fait un peu. Je plaisante. Mais parce que c'est dans l'actualité. Non, c'est une prétérition, mais vous avez raison. Moi, je pense que Madame Garrido et Monsieur Corbière, ils ne sont pas... Non, mais c'est bien de le dire comme ça. Heureux des propos de leur fille. Je le pense. Je pense qu'ils lui diront... Je le pense, mais je ne les accuserai pas des propos que tient leur fille. C'est bien. Voilà. Entre le cacher et l'exploiter, il y a effectivement une voie. Voilà. Alors comme c'est effectivement dans l'actualité, je voulais en parler. Selon le Parisien, la fille des deux élus a été placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Mais je ne pense pas qu'il faille... C'est la délicatesse de votre part. Non, oui, mais vraiment, d'autres n'hésiteraient pas à en parler. Mais on en a parlé. Mais non, nous en avons parlé. D'une manière. Oui, si, nous en avons parlé. Les parents, surtout, ne voulaient rien dire là-dessus et on les comprend. Mais je veux dire. Et puis je vais vous dire, sur le fond, personne n'a de leçons à donner sur l'éducation de ses enfants. Vous avez raison. Parce que s'il y a quelque chose qui est difficile à réussir, c'est l'éducation de ses enfants. Oui, mais et on le sait tous, ceux qui nous donnent des leçons parfois, tu as envie de leur dire, c'est vraiment la chose la plus difficile à réussir. Donc soyons là-dessus. Il me semble aussi, également important de souligner que l'idéologie frériste,
elle touche toute la jeunesse, y compris même les enfants d'élus, parce qu'on a tendance à croire que l'endoctrinement se fait principalement dans les quartiers populaires très paupérisés. Alors qu'en réalité, on voit bien que, étant la fille d'élu, d'un professeur d'histoire géo et d'une mère avocate, eh bien l'idéologie frériste, elle biberonne tous les enfants finalement, et que c'est quelque chose qu'il me semble devoir mettre en lumière par rapport à ce conflit israélo-palestinien qui a été une réelle collision entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, qui a clivé énormément et qui a surtout décomplexé un antisémitisme au nom même de la démocratie et de la liberté d'expression. Donc il faut saluer le travail de Gérald Darmanin sur les enquêtes qui sont liées à l'apologie contre le terrorisme, et puis après évidemment... la fille du couple Garrido-Corbière, elle est aussi l'exemple d'une jeunesse frérisée. Les émeutes, puisque les émeutes font des vagues. Puisque Emmanuel Macron... C'était fascinant, ça. Alors ça sera, je pense, une des sorties qu'on retiendra d'Emmanuel Macron. Absolument, oui. Une des sorties peut-être les plus fortes de ces deux quinquennats. C'est-à-dire que les émeutes, c'est des jeunes gens qui, au mois d'avril, n'étaient plus à l'école... et donc qui, au mois de juin, sont allés piller, parce qu'ils étaient désœuvrés, ils étaient oisifs. Et puis, comme il y avait les réseaux sociaux qui leur disaient « Attention, à 8 heures, on peut venir piller », et puis comme parfois, il y avait des familles monoparentales, c'est pour ça qu'il y a eu des émeutes. Moi, j'attends la réaction dans la presse de Jean-Michel Blanquer. Je vous assure, ça, c'est... Oui, parce qu'en gros, on dit que les émeutes, c'est de sa faute. C'est la palme d'or du déni de réalité. Oui. On a constaté le déni de réalité dans la politique du président Macron. Gérard Carreau. Depuis 6 ans et demi, dans un certain nombre de domaines. Oui. Mais là, c'est l'apothéose. Pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non seulement il n'aborde... Autrement dit, on nous avait dit, ça va être, vous allez voir ce que vous allez voir, le cap, etc. À droite, reste. Non seulement... Au fond, il a fait un carpet bombing, pour prendre une expression. Il a arrosé de messages, autorité, ordre, réarmement, etc. Et derrière, on trouve exactement toujours pareil, avec son refus de voir la réalité des problèmes. Mais d'accord, Gérard, certaines des causes qu'il donne sont totalement pertinentes, mais il oublie la principale. Non, d'abord elles sont fausses. La principale, c'est laquelle selon vous? C'est le fait qu'il n'y a pas que des jeunes gens désœuvrés qui ont protesté de manière violente à l'occasion de cette mort de Naël. Il y a l'immigration qui a composé en grande partie la fronde très grave qui a été arrêtée au bout de quelques jours, et d'autre part, évidemment, il y a les gens qui voyaient perturber un trafic de drogue. Est-ce que vous voulez voir le sujet de l'or para à Marseille? Parce que les commerçants sont absolument pas contents parce qu'ils n'ont pas vécu cette réalité. Voyez le sujet. Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice 200 000 euros. Le patron a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé. Dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des vidéos grâce au réseau. C'est pas du tout des écoliers de 30 ans, j'y crois pas, quoi. Faut arrêter de se voiler la face. Même scénario dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux, certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient. Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs, ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues, et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs, où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures. Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes. On reviendra en début de la deuxième partie sur ce sujet que je trouve absolument passionnant, mais il est 9h24. Je vais saluer nos amis d'Europe 1 et Thomaïl qui est en place dans le studio d'Europe 1 et qui va pouvoir continuer avec son émission.